Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors nous allons parler maintenant de la puissance des machines. Alors, la puissance des machines classiques est limitée par le nombre de transistors qui sont inclus dans leur système. Ainsi, depuis les débuts de l'informatique, on a constaté que l'augmentation de puissance des machines, c'est-à-dire le nombre de transistors qui sont inclus, suit approximativement la loi de Moore. Le nombre de transistors sur une puce double régulièrement, et avec elle la puissance des microprocesseurs. Mais la miniaturisation, pour doubler le nombre de transistors sur une puce, il faut diminuer de moitié la taille des transistors. Mais la miniaturisation atteint ses limites. Les composants d'un circuit intégré ne faisant plus que quelques dizaines ou centaines d'atomes. Déjà, Intel a pris du retard dans sa fabrication de sa nouvelle série de processeurs Skylake, gravés à 14 nanomètres. C'est-à-dire que les plus petits éléments font 14 milliardièmes de mètre. C'est très petit. Les propriétés quantiques des éléments prennent le pas sur les lois classiques de l'électricité, ici de façon négative, et les circuits ne se comportent plus comme on s'y attendrait. Face à la difficulté de fabriquer des circuits de plus en plus petits, d'autres stratégies ont vu le jour. Premièrement, fabriquer des puces plus grandes. Deuxièmement, ce qui a nécessité de fortes améliorations des techniques, parce que les fabrications de puces à des tailles aussi infimes pour les composants nécessitent des conditions drastiques, par exemple dans la pureté de l'air, la moindre poussière pouvant détruire les circuits. Et donc la conception des circuits implique souvent l'apparition de défauts que l'on doit détecter. Si on a ou si on a trop, on doit éliminer les puces et recommencer. Ça peut donc introduire des pertes importantes. Deuxièmement, fabriquer des microprocesseurs multipuces. On dit aussi multicœurs. Et troisièmement, fabriquer des ordinateurs avec plusieurs processeurs. Les ordinateurs du marché disposant de plusieurs processeurs, sont ainsi devenus monnaie courante. Il est pas rare d'acheter un bon PC qui possède un processeur multicœur ou plusieurs processeurs. Mais ces stratégies ont aussi leurs limites. Plus on met de processeurs, alors premièrement, plus les machines prennent de place. Deuxièmement, plus les machines deviennent coûteuses. Ainsi, un supercalculateur avec des milliers de processeurs, qui fait la taille d'un bâtiment, coûte si cher que seuls les États ou les grandes institutions ou entreprises peuvent se les payer. Et troisièmement, la consommation électrique des supercalculateurs est prohibitive. Les plus puissants d'entre eux consomment l'équivalent d'une petite centrale électrique. Ou dans ce qu'on appelle les fermes de machines, comme celle de Google, où on a des centaines d'ordinateurs, ce qui revient au même que d'avoir un supercalculateur, là aussi, ça consomme l'équivalent d'une centrale électrique, avec un dégagement de chaleur assez phénoménal. On a aussi tenté, on le fait, la mise en réseau de calculateurs. Des milliers de machines réparties dans un pays, dans un continent, reliées par Internet et qui communiquent pour faire des calculs en commun, ce qu'on appelle des grilles. Mais là aussi, c'est limité. Par exemple, les gros calculs nécessaires pour le LHC, le grand accélérateur de particules à la frontière franco-suisse, nécessitent des capacités de calcul phénoménales et sont exécutés sur de telles grilles. Mais là aussi, le nombre de calculs, le calculateur disponible est limité. Et en plus, pendant qu'ils font leur super calcul, ils ne font pas autre chose. On ne peut pas mobiliser toutes les machines du monde pour faire un seul calcul. Il y a tout le reste à côté.
Donc, face à ces difficultés, et aux besoins toujours croissants de puissance de calcul numérique, les regards se sont tournés vers d'autres approches. Et les calculateurs quantiques offrent ainsi une possibilité de conserver l'augmentation de capacité des machines. On l'a vu, du fait de l'augmentation de puissance exponentielle des calculateurs quantiques avec le nombre de qubits, ces calculateurs dépassent, au moins en théorie, très vite, en rapidité, n'importe quelle machine. Du moins pour certaines tâches. Les calculs qui sont massivement parallèles sur des machines telles que les calculs d'hydrodynamique, simulation d'engins de transport ou des calculs de météorologie ou de climatique sont et resteront l'apanage des supercalculateurs parce qu'ils prennent en entrée des milliards de bits, traitent des données massivement, de manière massivement parallèle et fournissent des milliards de bits. On peine actuellement à fabriquer des calculateurs quantiques avec plus que quelques qubits. 10, 20 qubits. On vise 100, 1000, peut-être 10 000 qubits. C'est ce qui est à l'horizon. Et c'est là que ces machines deviendront intéressantes. Ici, on parle de milliards de bits qui doivent être traduits en qubits, en entrée et en sortie. Et ça, c'est pas pour demain, ni même pour après-demain. Rappelons que donc les calculateurs quantiques sont plutôt adaptés pour des problèmes avec un petit nombre de données, de bits, en entrée et en sortie. Rappelons que notamment en sortie, on effectue une mesure des qubits, et donc chaque qubit fournit un bit. Si on a une machine avec, disons, 10 000 qubits, elle fournira 10 000 bits en sortie. Et donc, on peut traiter que des problèmes avec des petites quantités de données. Et deuxièmement, c'est des problèmes avec une grande complexité combinatoire. Que seul le calcul la complexité combinatoire qui rend le calcul rapidement gigantesque avec la taille des données. On a vu la factorisation des nombres. Si on veut factoriser 15, c'est 5 fois 3, ça va très vite. On peut même le faire de tête. Pour des plus grands nombres, ça a dû être très compliqué. Et très vite, le nombre de calculs nécessaires explose. Et là, l'ordinateur quantique, comme on l'a vu avec l'algorithme de Shor, permet d'aborder de tels problèmes. Avec quelques milliers de qubits, on pourrait résoudre de tels problèmes assez facilement. Voilà, nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.